Bien, bonsoir à tous, merci d'être restés. Alors, il y a effectivement un petit scoop. Moi, j'ai deux affiliations. Ma vraie affiliation qui était Bouygues Télécom, mais j'ai quitté Bouygues Télécom il y a 6 semaines. Et puis ma nouvelle affiliation qui sera AXA dans 2 jours. Et en attendant, j'ai mon affiliation stable qui est Académie des technologies, mais ceci explique cela. Donc je vais vous parler de Lean Software Factory, qui est un nom un peu compliqué, qui ne mérite pas forcément de rentrer dans votre esprit. C'est plutôt, je vais vous parler finalement de ce que pourrait être le Toyota Way appliqué au développement d'un produit logiciel, ou un produit, puisque une box c'est avant tout un produit physique, avant d'être du logiciel. Et plus précisément, je vais vous parler à la fois de principes de méthode et de rites pour, c'est ce qui est écrit, fabriquer un produit qui dépasse les attentes clients, donc s'intéresser aux clients, de manière incrémentale. Ça, normalement, j'ai plus rien à dire, puisque toute la matinée, on vous a expliqué que la seule façon, dans un monde complexe, d'avancer, c'est d'y aller de manière incrémentale. Donc, je vais normalement jardiner sur ce qui vous a été raconté. Alors, comme c'est la fin de la journée et que vous êtes probablement un peu fatigué, j'ai un plan qui est très simple. Il y a 2 parties, on a une grosse et une toute petite. La grosse, c'est ce que vous devez faire aux autres, en mode bottom-up, en faisant émerger. Et la petite, c'est ce que vous, en tant que manager, vous devez faire, et c'est tout petit. C'est très difficile, mais c'est tout petit. Donc, il n'y a juste que 2 slides. Et après, normalement, ça va m'amener à une conclusion qui sera que le nom est un peu prétentieux et sophistiqué, parce que je mélange plein de choses pour arriver au concept d'usine logicielle, lean, agile. Bon. Mais sous un nom compliqué, je vais faire une synthèse de pratiques qui fonctionnent. Vous allez dans les startups américaines, vous allez chez les grands, les Facebook, Google, les autres. Tout ça, ça existe, donc ça marche. C'est pas des choses à faire demain peut-être, c'est des choses qui marchent déjà. Et comme ça marche, si vous ne le faites pas, vos concurrents vont vous écraser. D'où la conclusion avec le smiley, disant de toute façon c'est inévitable, en tout cas pour ceux qui font du logiciel dans la salle. Si vous ne travaillez pas comme ça ou à peu près comme ça, ceux qui le font, ça marche tellement bien, et je vous raconterai un petit peu ce que ça donne sur la box, qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est comme ça qu'il faut travailler. Alors je vous ai dit, j'ai des slides qui sont faciles normalement pour se détendre en fin de journée. Donc la première idée, je rejoins ce qu'a dit Jean-Baptiste, la première idée elle est simple sur le papier, c'est qu'il faut travailler en équipe. C'est la grande, je dirais, révolution du monde complexe, c'est qu'on ne peut plus travailler autrement qu'en équipe, et en équipe pour de vrai, d'où la photo, c'est-à-dire des liens forts, ça c'est un clin d'œil à Michael, des gens qui se voient tous les jours, qui vivent ensemble, qui se sentent, qui savent ce que chacun en a dans les tripes, et les tensions, les bonheurs, les peines du moment, et pas travailler à distance. Donc si après il y a des questions sur comment on fait quand on est en mode 2.0, chacun dans son coin, là je suis plutôt dans l'hypothèse vraiment de créer des vraies équipes, au sens fort du terme. Cette équipe, elle est cross-fonctionnelle, donc avec une diversité des talents. Dans la plupart des entreprises, il y a une diversité des talents dans les équipes, mais on a mis chacun dans des boîtes. C'est l'exposé de ce matin avec les petites fiches, là. Et donc, même si on a cette diversité, on n'en profite pas. Donc, l'équipe cross-fonctionnelle dit non seulement il y a une diversité de talents, mais en plus, on va s'en servir. On va finalement utiliser cette polyvalence pour créer de la solidarité en disant chacun est un expert de son domaine, hein, c'est le modèle en T là, mais quand il faut se donner un coup de main, et vous avez vu la photo, c'est-à-dire il faut tirer, on tire ensemble, et le testeur aide le développeur, l'homme de production aide le testeur, etc. C'est très amusant à raconter au Lean Summit, dans la vraie vie, avec des vrais ingénieurs qui depuis 20 ans ont chacun leur job, c'est beaucoup plus difficile. Et, dernier point, cette équipe, elle inclut tout le monde à bord, y compris les fournisseurs. Donc on passe du mode client-fournisseur bien français à un mode partenariat, et c'est aussi un vrai changement. Alors la deuxième révolution, c'est que dans cette équipe, on vit sur un rythme. C'est pas chacun dans son coin avec son tempo, il y a un tempo collectif, d'où la belle métaphore de l'orchestre, mais qui est réellement importante. Le premier outil pour vivre sur le même tempo, c'est la communication face à face, c'est de s'arrêter. L'email est un outil formidable pour travailler de manière asynchrone, et dans le monde compliqué d'autrefois, ça marchait bien finalement. Des spécialistes, chacun sait bien faire son truc, tout le monde travaille avec son tempo à lui, c'est agréable et ça fonctionne, mais ça ne résiste pas à la complexité qui est les relations entre tous les gens qui participent au même chantier ou qui fabriquent le même logiciel. Deuxième bonne pratique, alors qu'on a vraiment, qui est un des succès à Bouygues Télécom, c'est de démarrer le matin avec un stand-up meeting. Donc, stand-up, hein, c'est debout pour que ça ne dure pas trop longtemps. Quotidien, où chacun explique aux autres ce qu'il va faire durant la journée et quels sont les points qui lui semblent difficiles. C'est un rituel simple, extrêmement puissant. Il y a un opérateur au Danemark qui s'appelle TDC, qui a fait une véritable révolution juste avec ça. Mais alors ça,
pour de vrai, tout le monde vérifiait du sol au plafond et tous les matins. Et ça a donné dans des fonctions back-office des gains de productivité spectaculaires sur des trucs qui avaient été limés par 10 plans de cost-cutting de consultants et d'amélioration de re-engineering de processus. Avec cet outil-là, simplement du stand-up meeting bien fait, ils ont fait plus 30%, et surtout, le moral avait baissé avec chaque plan de cost-cutting, d'un coup, il a regrimpé là où on partait. Ça nous amène à l'idée que s'il y a un seul temps commun, c'est le temps du client, et donc on verra comment on fait pour effectivement ce temps, il soit apporté de l'extérieur, mais par la finalité de ce qu'on fabrique à faire. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est stressant. Et que donc, il va falloir y penser. C'est-à-dire que des équipes qui avaient l'habitude de travailler en asynchrone, chacun à son rythme, on leur amène un chef de projet qui vient de l'extérieur, qui a fait du lean dans sa vie et qui commence à faire vivre tout le monde sur le même temps. La première réaction, c'est que c'est fatigant et c'est vécu comme une perte d'autonomie. C'est pas compliqué en soi, il faut le gérer, il faut en tenir compte. Il va falloir ne pas appuyer trop sur le curseur trop vite. Sinon, il y aura évidemment une contre-réaction forte. Alors, cette affirmation, évidemment, elle est à la fois d'une grande banalité, ce qui est une difficulté, parce qu'en fait, c'est une affirmation révolutionnaire pour la plupart des grandes entreprises. Et puis, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup, vu qu'on n'a fait que parler de ça pendant ces 2 jours, mais c'est néanmoins un des principes clés pour de vrai. Donc, pour des gens qui développent, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que le client utilisateur ou son représentant, alors est sur le plateau, il habite sur place. Deuxièmement, et c'est ce qu'on a vu dans plusieurs des exposés de la journée, le témoignage client, il est sur le plateau. On a des salles projets sur lesquelles on va voir les pannes clients, les témoignages clients. On va effectivement... Alors ça, c'est pas nouveau. La nouveauté pour une entreprise comme Bouygues Telecom, c'est qu'avant, il y avait 2 organisations. Il y avait la direction client qui faisait tout ça très bien avec des qualis, et puis les directions techniques. Un mur étanche et en fait des centaines de kilomètres entre les deux. Et l'idée que l'orientation client, c'est un truc de spécialiste. Il y a des directions pour ça. Il y a des gens... Et la révolution, ici, c'est consiste à dire l'orientation client, c'est l'affaire de tous, mais vraiment de tous. D'un point de vue plus technique, pour ceux qui font du développement, l'autre façon de dire on va être orienté client, c'est de dire on va entièrement raisonner à base de user stories. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On remplace les spécifications par quelque chose où le client est à la première personne et on s'exprime depuis le marketing jusqu'à la conception, l'architecture, le développement, le test, en permanence en parlant de user stories. Ça a très bien fonctionné. C'est un autre des succès de la mise en place de la Lean Software Factory à Bouygues Telecom. Je vous parlerai aussi de ce qui est plus compliqué, mais ça fait partie des choses qui ont bien fonctionné. L'amélioration continue pour produire la satisfaction client au premier coup, ça veut dire chercher effectivement en permanence, alors vous êtes tous des experts, le modal, le gaspillage, mais pas dans le sens péjoratif, dans un sens, je me mets à la place du client, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Et ça va permettre... c'est un double bénéfice. D'abord, on va être plus efficace, mais surtout, cette gymnastique quotidienne fait qu'on est bien, on rentre progressivement dans cette culture, dans cette finalité du client. Et puis, j'ai repris cette formule chez Marie Popendick en disant, finalement, on est habitué, quand dans le monde du software, à une culture projet, un début, une fin, une culture qui est contractuelle, à une culture produit qui est une culture collaborative, qui est itérative, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas un début, une fin, il y a un début qui est le moment où je lance mon produit, mais après, ça dure très longtemps. Et c'est effectivement beaucoup moins contractuel parce qu'on est dans l'itération permanente. Alors, fail early to succeed sooner, c'est un des slogans de la Silicon Valley dans les startups, disant finalement, et c'est l'idée qui a très bien été exprimée par Christophe Préau ce matin, en disant il va falloir itérer. On ne va pas y arriver du premier coup, il va falloir itérer, donc il faut dédramatiser l'erreur. Et le fait de dire zero defect, de ne pas dire zero mistake, zero defect, c'est ce que voit le client, il y a zero defect, mais il n'y aura pas zero mistake. Et pour qu'on puisse néanmoins être efficace, il faut les détecter le plus vite possible. Donc l'illustration, c'est un poka-yoke bien classique. Dans le monde du logiciel, ça veut dire on va tester le plus vite possible. Tester le plus vite possible, ça veut dire, dès le départ, au moment où on commence à coder, donc pour ceux qui font du logiciel, ça s'appelle du unit testing, dès la plus petite élément de programme écrit, on va faire le petit bout de test qui va avec. Mais évidemment, ça va continuer. Donc ça, c'est une idée qui est assez ancienne. Hein. Ceux qui ont les cheveux gris se rappelleront de l'extreme programming il y a maintenant presque 20 ans. Mais c'est quelque chose qui s'intègre tout à fait dans une approche clean. Donc ça commence avec des éléments petits unitaires et ça se déroule du début à la fin. On a des tests d'intégration, des tests de mise en production, on aura des tests de performance. Donc on va chercher
à pouvoir tester le plus vite possible, le plus tôt possible dès la réalisation pour, évidemment, fail early to succeed sooner. Et ça, c'est insupportablement lourd, sauf si on a automatisé. Donc, c'est une usine logicielle moderne, elle investit dans le fait de pouvoir rejouer ses tests en permanence. Je dirais, notre état de l'art à nous, c'est de pouvoir rejouer les tests tous les soirs quand les développeurs ont fini de coder. Il y a des entreprises encore plus modernes qui vont encore plus vite. Hein. Facebook fait des mises en production tous les 10 secondes. Mais je dirais, à chaque entreprise, trouver son niveau de maturité. Nous, on vise pour l'instant le fait de reconstruire toute la journée. Alors là, je vous ai mis une métaphore du gros bateau et des petits bateaux qui reprend aussi ce qu'a dit Christophe Préau ce matin. Le point important de l'agilité, c'est le fait de pouvoir réévaluer fréquemment sa trajectoire, ce qui est plus facile avec une flottille qu'avec un gros bateau. Donc, on va chercher à travailler par petits lots. Alors, de la même façon, je dirais, on a 20 ans de software engineering studies derrière nous qui nous disent que de toute façon, la complexité en fonction du lot, c'est pas linéaire, il y a la bonne taille. Alors tous ceux qui ont fait de l'informatique longtemps savent qu'il y a la bonne taille, il y a la taille magique. Avec 10 personnes, on fait n'importe quoi. Avec 100, c'est compliqué. Avec 1000, on n'y arrive quasiment jamais. Donc de toute façon, il y a une bonne raison de faire des petits lots. Mais ça motive les équipes. Mais la vraie raison, c'est celle que je vous ai dit avant, mais je crois que je vais venir. C'est la capacité à réajuster. Pour faire des petits lots, on les construit non pas avec l'idée à l'avance de à quel point ça va être difficile, mais avec du temps. On se dit, ben voilà, on va faire pour un mois, pour une semaine, là c'est pareil. Chaque entreprise a son timing, mais on adapte le contenu, pas la boîte. Ça, c'est vital parce que l'expérience en informatique montre qu'on ne sait pas à l'avance la difficulté de ce qu'on va faire, la plupart du temps. Et surtout, la contrainte du temps génère la créativité, génère de l'innovation. C'est-à-dire que quand on a dit aux gens, voilà, faites-en le maximum dans un mois, bah, finalement, ils sont très créatifs. Si on leur dit, faites le plus vite possible pour faire ça, ça et ça et ça, ça ne les rend pas créatifs. Ils annoncent, parce qu'ils sont optimistes, ces informaticiens, des délais, ils ne les tiennent pas, et on rentre dans le cycle infernal du délai non maîtrisé. Et donc ça, c'est le point, c'était mon point introductif, mais qui mérite d'être répété. L'intérêt de l'approche de petit lot, c'est le fait d'être adaptatif et de s'ajuster. Alors moi, je viens du monde de petites structures de développement, et quand je suis rentré chez Bouygues Telecom en tant que DSI, je voulais apporter l'agilité. Et pendant 5 ans, j'ai ramé, j'en ai fait un peu, mais avec, je dirais, un faible succès. Et puis, quelques années plus tard, notre comité de direction générale est parti en Suède, et on a vu un certain nombre de patrons de start-up, dont celui de Spotify, qui maintenant est très célèbre, qui nous ont dit exactement ça. Ils ont dit, non, nous, on fait de l'agilité, mais c'est de l'agilité managériale, c'est pas de l'agilité informatique. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une vision où on dit, pour que les informaticiens soient moins cons, si vous passerez l'expression, mais je suis un informaticien, je peux me permettre de le dire, on va les faire travailler de manière agile, on va demander aux parties prenantes de s'adapter. C'est l'inverse, c'est l'entreprise qui est dans un monde complexe, qui a besoin d'être sur ce cycle itératif, qui s'y met, et à ce moment-là, le développement suit. Et à ce moment-là, ça marche très bien. C'est naturel et tout le monde est aligné. Alors, comme vous n'êtes pas forcément tous familiers avec la culture américaine, d'abord, je vous dis ce que c'est qu'un show and tell. Tout gamin américain, dès qu'il a 5 ans, il va toutes les semaines prendre son objet favori, son expérience favorite, et la raconter à ses copains. Voilà. Ça, c'est vital, c'est probablement une des forces stratégiques majeures des Américains. C'est quelque chose, évidemment, qu'on devrait importer en France. Ça a 2 bénéfices. Ça apprend à parler en public, dès le plus jeune âge. Et puis, ça crée effectivement le pride. Et ce qu'on va chercher à faire dans un Lean Software Factory, dans un Lean Project, quoi qu'il soit, c'est de créer la fierté de ce qu'on fabrique. Donc nous, on fait du code, donc il faut avoir la fierté du code. L'illustration, je vous en fais grâce, c'est mon code favori, puisque quand j'étais tout petit, j'ai fait des langages. Et donc ça, c'est un code, si j'avais du temps à la pause, je pourrais vous expliquer pourquoi il est beau. Mon but, c'est pas de vous convaincre qu'il est beau. C'est plutôt de vous dire, votre objectif en tant que patron, en tant que manager, c'est chaque programmeur, il doit être capable de faire ça. Il doit prendre sa page de code, il doit dire, voilà, je vais vous expliquer pourquoi elle est belle. Éventuellement, c'est très discutable, c'est très subjectif, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la démarche. C'est la démarche du show and tell. Donc, on cherche à faire quoi? On cherche d'abord à faire du pride, on cherche à faire du code lisible partout et pendant longtemps, standardisé. Alors, c'est vraiment important pour vous donner une idée dans les boîtes qui marchent bien. Google, par exemple, le code est changé tous les mois. 50% du code est changé tous les mois. Vous racontez ça à un DSI français, il va ouvrir des yeux ronds, c'est pas possible. Non, effectivement, moi, j'ai vécu 20 ans d'informatique qui doit coûter le moins cher possible, qu'on sous-traite. On regarde jamais le code, il y a des gens intelligents qui font de la conception, puis il y a des hommes-jours qui font des lignes de code. Alors, ces lignes de code-là, on les voit jamais. Donc s'il faut les faire bouger tous les 15 jours, ça commence très très mal. Alors le monde des box, évidemment, c'est un monde où on doit faire le code absolument en permanence. Donc
Pour ça, il faut pouvoir le regarder, donc qu'il soit beau. On s'appuie sur quoi? On va retrouver des choses familières, hein. On va retrouver du standard, des guidelines, des choses qu'on va partager. On va faire de la revue de code, d'où le show and tell. C'est-à-dire que, alors c'est pareil, s'il y a des vieux informaticiens, c'est une pratique ancienne, mais qui va créer la fierté et cette notion d'élégance et de plaisir à montrer son code. Et puis, on va faire du synthèse du code. Alors, je ne vais pas beaucoup d'informaticiens dans la salle, je vais vous embêter avec ça, mais les principes du 5S s'appliquent très très bien au code. On commence par le ranger, après on le standardise, après on fait toutes les démarches du 5S, je dirais, de l'usine, de l'atelier, se déclinent tout à fait bien dans le monde un peu immatériel de la production de logiciels, pour les mêmes raisons. C'est à la fois l'efficacité, le fait de bien travailler, le plaisir du travail bien fait, etc. Là, à la limite, c'est un OBEA qui ne dit pas son nom, ça, c'est-à-dire que notre principe important, c'est d'utiliser les murs. Bon, c'est d'utiliser les murs, donc de faire des salles projets, d'utiliser la puissance collaborative, finalement, du mur sur lequel on a un tableau blanc, des post-it, des choses qu'on peut déployer. Le premier usage, c'est que le logiciel, comme la construction, ça commence avec un Gantt, un grand planning en rallye à zéro auquel personne ne comprend rien. Donc j'ai écouté Jean-Baptiste avec beaucoup de plaisir parce qu'on a les mêmes sujets. On a d'abord des plannings tellement compliqués que personne ne les comprend. Et la première étape d'une démarche Lean, c'est de dire c'est quoi les jalons clés, d'en prendre juste une vingtaine et de les mettre au tableau. Et après, on est probablement un petit peu moins efficace que vous, donc on dérive plus. Ça se discute. Et comme on dérive, c'est bien si c'est au tableau avec des marqueurs, et on le fait vivre en temps réel, et plutôt que de se cacher derrière son petit doigt sur le leurre que le planning est en train de tenir, au moins on a un lieu où on discute de la vérité. L'intérêt du tableau avec les marqueurs et les post-it, c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose, comme dit Michael, il faut en faire l'expérience pour le comprendre, mais la capacité à communiquer avec les mains, les doigts et même avec le corps, c'est infiniment mieux que tous les outils extraordinaires. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai fait beaucoup de ma vie avant. J'ai fait des outils sophistiqués de software engineering, donc j'étais complètement dans l'autre camp qui pense que plus les outils sont intelligents, mieux les gens travaillent. Et mon expérience depuis 10 ans, c'est exactement l'inverse. C'est l'outil le plus basique, mais celui qui permet au tribe de s'exprimer, celui qui fonctionne. Et puis le dernier intérêt de cette salle projet, c'est qu'on va afficher les modes de fonctionnement de ce qu'on fabrique. Et comme on fabrique des choses de plus en plus compliquées, il faut être clair, on les comprend de moins en moins. Alors, vous en tant qu'utilisateur, mais nous qui fabriquons les box ou les systèmes informatiques, c'est absolument évident. Et si vous regardez un peu ce qu'apprend la science des systèmes complexes, c'est l'humilité. La première chose, à la limite, la chose la plus importante à retenir, c'est que dans un monde complexe, il faut être humble et il faut admettre qu'on passe son temps à oublier ce qu'on apprend. On fait du continuous learning, mais on fait du continuous forgetting aussi. Et le drame le plus frappant des grandes entreprises, c'est qu'on n'ose pas dire qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Et donc, évidemment, on fait toutes les conneries de la Terre. Donc, l'intérêt de cette salle projet, c'est qu'on va non seulement mettre ce que je vous dis, le planning, les plans de clients, et les schémas d'architecture, les trucs qui expliquent le fonctionnement. Et d'ailleurs, on va se rendre compte qu'on n'y comprend rien, donc on va les gribouiller. Et si on fait intervenir les architectes, on va progresser. Entre ça et les petits lots qui vont éviter les deux grandes plaies de l'informatique que sont le rework et le code pas utilisé. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée, mais quand on est un auditeur ou un consultant, qu'on veut se faire plaisir et qu'on veut montrer à un DSI qu'il est mauvais, on fait un audit sur deux choses. La quantité de rework, donc de travail, chose qu'on a recodé 4 fois ou 5 fois ou 10 fois, et tout le code qu'on a fait qui n'est jamais rentré en production. Et c'est une horreur, c'est une boucherie absolue. C'est-à-dire qu'une bonne entreprise est à 50% et une mauvaise à 80%. 80% de l'effort ne sert à rien. Et je vais être très clair, hein, nous, sur la box, on est à plus de 50% de code pas utilisé et à un bon 50% de rework. On n'est pas, évidemment. Donc il y a une énorme marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand on demande de faire des progrès, ils sont en théorie possibles. Alors, plus technique, mais comme vous en avez vu 10 pendant la journée, normalement vous devriez reconnaître le Kanban. Plus technique, c'est l'idée de former dans l'équipe ce réflexe, de dire je vais produire les choses au moment où les autres en ont besoin, et pas le plus vite possible pour en être débarrassé. Pour ensuite expliquer que moi j'ai fini mon job et que c'est le testeur qui est en retard, puis le testeur a fini, c'est le mec qui doit être en prod qui est en retard, et ainsi de suite. Donc on fait un tableau comme ça. La première vertu de ce tableau, déjà, c'est de mettre en évidence ce qui existe, pour ne pas en rajouter, parce que le tableau devient vite impressionnant, ne pas en oublier, donc ça s'appelle le work in process. Et donc le premier objectif tout simple, très systémique, c'est on va au moins voir le work in process. Alors, petite anecdote, pour motiver mes collaborateurs à faire ça, je m'en suis fait un moi-même.
Je me suis fait un tableau, un Kanban, et je me suis mis un post-it pour chaque dossier que j'avais dans tous mes armoires et mes machins. Et c'est un excellent outil pour éviter de prendre des trucs en trop et puis oublier des dossiers importants, parce que, évidemment, le classement vertical, une fois que c'est dans un tiroir, on oublie. Donc c'est basique, mais ça marche très bien. Moins basique, une fois qu'on a compris comment marche le Kanban, on s'en sert pour faire les passages. Et là, le but, c'est d'amener chacun des acteurs à comprendre le state of mind, l'état d'esprit de celui qui va prendre le projet derrière. Donc le développeur comprend dans quel état est le testeur, l'intégrateur, et ainsi de suite. Donc on travaille pour fluidifier les passages. Et une fois qu'on a fait ça, on commence à aller doucement, parce que c'est un objectif, vers le flux tendu, c'est-à-dire vers le pool, c'est-à-dire finalement, maintenant on voudrait déclencher les passages, celui qui contrôle le passage, c'est celui qui va recevoir et pas celui qui fait. Alors, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, il y a vraiment... Le Kanban, c'est beau, mais c'est compliqué, et ça se pratique avant d'être utile. Ce qui est important, c'est qu'avec ça, en filigrane, il y a un renversement des valeurs. Dans l'entreprise traditionnelle française, bien conceptuelle, le plus important, c'est le chef. Ensuite, il y a le marketing, qui a la vision. Puis après, il y a les gens qui font la conception, puis les architectes, le développeur, testeur, intégrateur, mise en prod. D'ailleurs, là, on arrive dans les fonctions techniques, souvent c'est outsourcé, c'est infogéré, etc. Donc, la vision lean consiste à renverser entièrement la pyramide en disant celui qui parle au client, c'est celui qui met en prod. C'est lui qui est... Et chacun est au service du suivant. Et c'est très important des architectes. Dans le modèle Ante, il a une compétence métier unique que n'ont pas les autres, mais il est au service du développeur. Et dire à des architectes qui ont l'habitude de faire des plans d'architecture et après qu'ils envoient au service de développement en disant voilà la parole que vous devez respecter, en disant non, c'est plus comme ça que ça marche, vous êtes au service du développeur pour que lorsqu'il se pose une question compliquée, vous puissiez l'aider. C'est pareil, je suis sûr que vous êtes tous d'accord que ça vous semble une bonne idée, mais je peux vous raconter sur le terrain, c'est un long chemin. Alors dans Lean Software Factory, il y a Factory. Et quand je parle avec mes collègues du mouvement agile, ils me disent « Oh, Factory, c'est ringard, c'est usine, etc. » Alors je persiste et signe, c'est pas ringard du tout. Tous les gens qui font du Lean Software vous diront « Ces idées ne fonctionnent que si on est outillé. Sinon, on épuise les gens. » Donc, il y a une étape importante qui est l'outillage. Et quand on a démarré la Factory des box, là, on avait la chance d'avoir un groupe de collègues de la DSI qui s'étaient isolés à Nantes, loin des Parisiens, et qui avaient fabriqué avec de l'open source un software factory. On a pompé leurs idées, et ça a été, vous allez comprendre rapidement pourquoi, mais un facteur important de succès. C'est-à-dire que pour s'inspirer finalement des pratiques industrielles du Lean, il faut être industriel. Si on est totalement artisanal, il y a un moment où ça coince. Donc, dans notre monde à nous, logiciel, ça veut dire... La gestion du code doit être outillée, il y a plein d'outils pour ça, donc on va gérer les versions, on va gérer des profileurs, on va gérer les dépendances, donc on a tout plein d'outils, on va faire des tests de calimétrie, donc ça va être aussi une façon de motiver les développeurs pour leur dire non seulement on fait un code review, mais on a plein d'outils qui vérifient que vous respectez les bonnes pratiques. On va outiller la gestion de configuration. Alors ça c'est très important dans le monde de l'informatique embarquée, donc quand on veut fabriquer une box, en fait, pour vous il y a une box, mais pour nous il y en a vraiment un très très grand nombre, on a traité une grande variété en fonction à la fois des configurations réseau, network, physique, hardware de la box. Donc, si on ne le gère pas de manière totalement automatique, quand on fait les tests, on va rater des configurations. Et alors, quand on a des millions de clients, s'il y a une configuration qui foire, vous êtes sûr que vous allez la retrouver sur le terrain. Donc, pour éviter ça, on fabrique des murs de box et on automatise tout ça. Et le point de fuite, auquel, rassurez-vous, nous, on n'est pas encore, mais c'est un point de fuite qui est bien outillé, bien décrit justement sur les Facebook ou Google, c'est de se dire, si je mets les outils qu'il faut, mon hardware, finalement, je vais le traiter comme du logiciel, je vais tout configurer par programme. Et je vous fais un petit clin d'œil sur le mouvement DevOps, ça c'est vraiment réservé aux informaticiens dans la salle. DevOps, c'est un mouvement qui est aussi nord-américain, et dont un des slogans, c'est « Infrastructure as Code », c'est-à-dire je gère mon infrastructure comme entièrement par programme. Et donc, pourquoi? C'est pas juste de l'élégance du geste, c'est la flexibilité, c'est la capacité à traiter le monde physique avec autant de flexibilité, de rapidité et de réaction que le monde logiciel. Alors, la métaphore qui est là c'est un ravitaillement en vol pour illustrer l'idée que ce qu'on cherche à faire, c'est surtout pas les trucs où on part à l'arrêt, on construit un truc à l'arrêt, au dernier moment on lance en vol et on regarde s'ils veulent, mais plutôt on a un avion et on passe son temps à le changer sans jamais le faire atterrir et surtout il continue à voler. Donc ce qu'on appelle l'intégration continue.
Donc, le Boto, notre objectif, c'est d'avoir tous les jours un système qui fonctionne. Et donc, pendant la journée, un certain nombre de développeurs qui travaillent sur un certain nombre de modules. Mais dès qu'on a fait les tests d'intégration, les tests unitaires, on intègre et on regarde et on passe toutes nos batteries de tests automatisées. Alors ça demande de l'outillage. Si on n'est pas outillé, c'est un cauchemar. Si on est outillé, c'est assez simple. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Factory. C'est que c'est une décision qu'on prend dès le départ. On va construire notre usine logicielle comme ça. On automatise entièrement ce qu'on appelle le build. Le build, c'est l'acte de fabrication, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est bourré de paramètres. Et finalement, on dit aux développeurs, c'est bien ce que tu fais, mais ce qui a toujours priorité, c'est le gros machin, c'est l'avion qui vole. Et ça, c'est de la psychologie élémentaire, mais il se trouve que si on laisse une équipe de développement trop longtemps indépendante, dans son labo, avec ses machines, très rapidement, le truc qu'elle construit, il y a un affect extraordinaire. Et quand il va falloir faire des arbitrages entre je change mes interfaces, mes API, mon architecture, et le machin qui m'héberge, rapidement, l'équipe devient le petit village gaulois qui explique que c'est elle qui a raison et que tous les autres ont tort. Si on pratique l'intégration continue, on évite ça. On est en permanence, parce que personne ne va se battre pour défendre une ligne de code versus 1 million. Quand on est à 20 000 versus 200 000, ça devient plus rude. Alors là, je vais enfoncer les portes ouvertes et redire ce qui a été dit dans la journée, à savoir que le Kaizen, c'est un outil formidable pour apprendre. Donc, l'objectif de la résolution de problèmes en équipe, c'est avant tout d'apprendre. Pourquoi? Parce que quand on est en train de résoudre son problème, là, on commence par essayer de comprendre ce qui ne va pas, et donc, de facto, même si on ne s'en rend pas compte, on est en train de faire de l'apprentissage continu et collectif du fonctionnement du système. Et comme je vous ai dit que, en fait, la plupart des gens ne le comprennent pas bien, la pratique régulière du Kaizen va nous faire monter le niveau collectif. Deuxièmement, puisqu'on est en train d'essayer de résoudre un problème, genre pourquoi on continue à mettre 5 jours pour faire ce test alors qu'on a écrit dans les slides qu'on allait le faire en 1 jour, on met tous les membres de l'équipe avec leurs points de vue différents autour de la table et on les force à s'écouter. Et une fois que ceci se met à fonctionner, il y a un aspect de rituel, on se rend compte qu'évidemment, ils vont mieux comprendre le point de vue des autres, mieux s'écouter d'abord, et mieux se comprendre. Et on arrive à une vertu qui, à mon avis, est la vertu essentielle, c'est-à-dire que la vertu du Kaizen, c'est d'une part un petit peu de résoudre les problèmes qu'on a, mais quand il se met à fonctionner, c'est de résoudre les problèmes qu'on n'a pas encore. C'est-à-dire qu'au départ, si on fait juste du problème solving, on résout les problèmes du jour, et le lendemain, comme nous on change tout sans arrêt, on a des nouveaux problèmes, et c'est infini. L'intérêt du Kaizen bien fait, c'est qu'à force de mieux comprendre l'impact chacun sur les autres et comment le système fonctionne, on fait moins de bêtises. Alors je ne vais pas vous raconter de trucs merveilleux, on fait encore beaucoup de bêtises, mais on en fait moins, et de relentless pursuit of perfection, ça devrait peut-être nous amener à en faire beaucoup moins. Voilà. Alors, pendant le Kaizen, on est en train de monter en compétences. Mais si on ne fait rien, ça retombe. Ce que je vous dis, moi en tant que manager architecte, ma grande frustration, c'est que je passe mon temps à devenir intelligent et à redevenir idiot. C'est-à-dire, j'apprends des choses, je vais à des réunions, je vois des gens qui comprennent, qui me racontent un truc, je comprends, je ressors, puis 2 jours après, j'ai oublié. Bon, c'est le drame de l'âge. Au point de vue organisationnel, l'outil pour éviter ça, c'est le standard. Donc, et pas le standard au sens, un standard figé, mais au sens, on va effectivement capturer ce qu'on a obtenu pendant le Kaizen pour faire évoluer quelque chose de partagé, qui est le standard, et là, chaque culture est différente. Donc cet objet partagé va être l'outil de capitalisation de ce qu'on est en train de construire avec les Kaizen. Alors cette jolie photo, là, c'est une Formule 1 bourrée de capteurs. Et alors pourquoi je suis allé chercher une Formule 1? Parce que vous trouverez, si vous regardez sur TED, il y a un joli talk, le patron technique de McLaren explique qu'il est en train de gagner avec le big data. Effectivement, une Formule 1, quand ça tourne, maintenant, il monte 6 millions de paramètres. Un tour, 6 millions de paramètres. Et il fait du big data pour faire du fine-tuning. Donc, ça fait des années que la Formule 1 est un métier d'engineering avec des tunings incroyablement précis, mais ils sont passés au big data, donc ils sont passés dans ce qui est finalement la bonne façon de faire de la performance dans le monde complexe, c'est effectivement la méthode incrémentale et mesurée. Voilà. Donc l'idée importante, c'est de déployer en continu, mais évidemment en mesurant. Donc, mise en production continue sur un rythme régulier et rapide. Donc nous, quand on a commencé, l'aventure des box, c'est pas très compliqué. Il y a 2 étapes. D'abord, on a acheté une box clé en main. Et puis, chaque fois qu'on voulait faire changer quelque chose, on appelait notre fournisseur préféré. Et voilà le cahier des charges. Rythme du truc, 6 mois, 3 mois pour les coups de bourre et 18 mois pour les trucs compliqués.
L'objectif qu'on s'est donné ensuite, c'est d'arriver au mois et d'être capable de faire des corrections rapides en une semaine. Et on est à peu près arrivé à cette chose-là. Je dis à peu près parce que le petit conseil que j'ai donné tout à l'heure en disant il est essentiel de se fixer la taille de la boîte et de jouer sur le contenu, quand on est en période de crise, c'est le premier truc qui saute. Et vos parties prenantes vous demandent de mettre le maximum de trucs dans la boîte. À ce moment-là, la boîte explose et donc vous perdez évidemment les bénéfices. Deuxième idée, pour faire une mise en production de manière continue, alors nous, donc, je vous dis, on cherche à faire le mois, c'est pas terrible, on pourrait essayer de faire la semaine dans 2 ans, je dirais. Les gens qui sont en état d'art font la journée. Alors, exemple Facebook. Donc, et pour ça, ils ont un système très intéressant de cercles concentriques, d'oignons en quelque sorte. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle version, elle est d'abord déployée sur les gens qui ont développé. Puis, si tout se passe bien, sur le centre de Facebook qui a fait ça. Puis, sur la géographie, la région, le pays et le continent. Voilà, ils ont un truc par étape. Et c'est une façon de gérer les risques, parce qu'effectivement, le déploiement continu, c'est bien, mais si on risque de mettre 1 million de clients mécontents du jour au lendemain, c'est pas raisonnable, c'est pas réaliste. Alors, il y a une raison assez fondamentale dans le besoin de mettre en production de manière continue, et de manière itérative, c'est effectivement cette idée que, et je vais y revenir parce que c'est important, on n'est pas capable d'avoir la bonne idée du premier coup, c'est en discutant avec l'usage des clients qu'on va trouver les bonnes idées. Donc ça, c'est vrai. Donc on va être itératif forcément. Mais il y a un corollaire du mode itératif, c'est qu'on produit forcément alors je ne sais pas ce que j'ai dit, du déchet, oui, c'est pour être poli, mais on ne peut pas de manière itérative, avec ce processus qui crée toute une tendance, faire quelque chose de parfait. On ne fera pas une cathédrale comme ça. On fera une espèce de truc rigolo, peut-être un peu. Et pour faire une cathédrale, il faut en permanence revenir en arrière, enlever des morceaux, nettoyer. Donc il faut jardiner, et ça nous ramène au besoin d'avoir un code propre et qu'on va avoir plaisir à regarder. Donc c'est le dual de l'itération continue. Donc maintenant j'ai 2 slides. Ça c'était finalement les 12 principes de ce qu'est une organisation de développement moderne, qu'elle soit agile, lean ou autre. Et je vais revenir en conclusion sur un petit peu comment tout ça se mélange. Ces principes-là, ils ne peuvent pas arriver en top-down. Donc on peut les raconter, on peut faire le guignol devant un auditoire, ce que j'ai fait beaucoup de fois. On peut avoir des beaux dessins, on peut avoir des slides intello, ce que j'avais avant. Mais de toute façon, c'est les gens qui vont transformer ces principes en réalité ou pas. Ce n'est pas le rôle du manager. Le manager, il a deux outils à sa disposition. Son rôle, finalement, c'est d'écouter, de donner le true north, de montrer la vision, et puis de favoriser l'apprentissage continu. Et pour ça, donc premier slide, il a un outil formidable qui est le Gemba Walk, qui consiste à aller sur le terrain, un petit peu plus. Donc le Gemba Walk consiste pour un manager, et sans le comité de direction par rapport à l'édition de ce matin, donc tout seul, au bon moment, à aller voir ses collaborateurs, équipe par équipe, là où ils sont, pour leur dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Alors ça a toujours été une bonne idée, ça existe depuis très longtemps, mais je pense que c'est vital en ce moment, d'autant plus qu'on est dans une situation complexe, parce que, et c'est très bien expliqué par Mintzberg, les problèmes complexes, ils ne se déplacent pas. Si vous avez un problème complexe, vous en faites une abstraction, vous le photographiez, vous faites 10 PowerPoint, vous n'avez pas attrapé le problème avec vous. Vous avez attrapé une abstraction, et les gens qui vont travailler sur l'abstraction vont se faire plaisir. Et là, je pense qu'il y a une vraie rupture. Voilà. Donc c'est fondamental. Michael m'a dit de faire des walks pendant 2 ans, puis j'avais autre chose à faire, donc je ne les ai pas fait. Puis j'ai fini par les faire, et c'est vertigineux de se rendre compte qu'on a dirigé pendant 2 ans une équipe, on ne savait en fait pas ce qu'ils faisaient. Voilà, tout simplement, pour le faire court. Donc c'est vraiment important d'aller voir les gens in situ, les écouter. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, pendant l'heure? Le conseil, d'ailleurs, c'est d'arriver au bon moment. C'est-à-dire que le rôle du manager pendant son Gemba Walk, c'est pas de changer les priorités, c'est pas de foutre le bazar, et c'est pas non plus de créer trop de stress. Or, suivant la position hiérarchique, vous créez du stress. Moi, j'étais directeur général adjoint de Bouygues Telecom. Quand je suis arrivé sur le plateau de développement, ça crée du stress. Bon. Donc, il faut choisir le bon moment, fin de journée, un moment. Et après, on écoute, leçon numéro 1. On s'assure que tout le monde sait pourquoi il fabrique le bout de son truc qu'il fabrique. Donc, concrétiser la vision. Et puis, lentement mais sûrement, on tisse des liens, puisque l'intérêt du manager, c'est que lui, il fait plusieurs Gemba Walk, donc il voit un peu tout le monde, et il dit, tiens, tu devrais parler à un tel. Voilà. Et en faisant pas beaucoup plus que ça, mais avec un rituel, donc une petite feuille qu'on remplit,
ça transforme le manager, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi ça transforme profondément le plaisir de travailler des équipes. Donc c'est vraiment un outil puissant. Le deuxième outil, donc dans le vocabulaire du Lean Startup, c'est le Minimum Viable Product, ou j'ai vu là, en français le produit viable minimum. Là. Cette idée qu'on va co-innover avec le client. Et c'est important, hein, je vous ai bien vu, il n'y a que deux choses que le fait le manager, mais c'est très complexe. La première, c'est que je vais effectivement aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et le second, c'est que je vais mettre toute l'entreprise dans cette idée qu'on va faire des MVP, on va faire des produits qu'on met très vite entre les mains des clients et on va co-innover avec le client. Ça, ce n'est pas le terrain qui peut le faire. C'est-à-dire que si la direction générale n'a pas envie de faire des MVP, tôt ou tard, les ingénieurs qui ont des tas de bonnes idées de MVP vont se faire saborder en disant « c'est le rôle du marketing, c'est pas à vous de le faire ». Donc ça, c'est vraiment un rôle de direction. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon Lean Startup, donc l'idée, c'est de mettre au plus tôt entre les mains des clients quelque chose de simple, qui réponde à un besoin, et après, qui va permettre d'écouter le client. Donc on va rentrer dans un dialogue explicite et implicite. Donc explicite, ça veut dire que ce n'est pas tout de le mettre entre les mains, mais qu'il faut aller faire les études de terrain, il faut faire les enquêtes de satisfaction. Implicite, ça veut dire qu'il doit être instrumenté. D'où l'image de la Formule 1. Là. Quand on fait l'informatique, c'est très facile d'instrumenter. Donc les Facebook et les Google sont les rois du monde pour vous instrumenter tous les trucs qui vous mettent entre les mains. Mais c'est la bonne façon de faire pour découvrir finalement ce qui crée de la valeur, ce qui n'en crée pas, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Alors il y a une vraie dualité entre les deux parties de mon exposé, c'est-à-dire que si vous avez une direction générale qui est en faveur du Lean Startup, eh ben, c'est bien pour des informaticiens de s'organiser en mode Lean Software Factory, et vice-versa, en fait, pour arriver à délivrer, c'est-à-dire que pour arriver à délivrer, il vaut mieux être organisé suivant les 12 principes, mais les 12 principes, si vous avez une direction générale qui ne veut pas faire les deux trucs du haut, ça va tourner à vide, et rapidement, ça va frustrer tout le monde. Voilà. Alors pour conclure, je vais vous épargner l'arbre généalogique de toutes les idées que j'ai racontées, puisque j'ai fait ça dans d'autres exposés, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous pointer dessus. Il y a en fait beaucoup d'inspiration, et comme je vous l'ai dit dans mon intro et qui est ma conclusion, peu importe de savoir quel est le nom qu'on lui donne. Hein. Donc, pour être un peu plus précis, il y a dedans de l'héritage clairement de Toyota appliqué au software, qui a été quelque chose qui a été fait par plusieurs personnes depuis plusieurs années. Hein. Il y a l'excellent bouquin de Lean from the Trenches. Il y a un peu de Lean Startup, et il y a aussi beaucoup de l'héritage des méthodes agiles. Bon. Mais ça, ce n'est pas vraiment intéressant, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Ce qui est important, c'est de dire finalement, le point focal de tout ça, c'est de se concentrer sur l'humain, et build people to build product, hein, je souscris à 100%, le collectif et l'importance de l'équipe, et l'apprentissage, qui sont effectivement les trois piliers des exposés de la journée, donc auxquels je m'inscris facilement. Alors, ce que je vous ai dit dans mon premier slide avec un petit smiley, je le pense profondément, c'est-à-dire que cette façon de travailler, il y a 15 ans, c'était nice to have, et maintenant, c'est must do. Voilà. C'est-à-dire que c'est la seule façon de faire du logiciel qui évolue en continu face à une compétition qui est extrêmement efficace. Et donc, d'ailleurs, la façon moderne de faire du logiciel, c'est pas d'être en compétition avec les autres, c'est de faire une espèce de balai perpétuel avec des plateformes, des applications, des API, des interfaces, pour dire est-ce que je fais bien, est-ce que les autres font bien, et en permanence, on rebat les cartes et on exploite une espèce de vague qui monte, qui est l'écosystème logiciel mondial à base d'open source. Donc, de toute façon, la nature du jeu a changé. Mais pour faire tout ça, il y a un changement de culture, et il faut le soutien actif de la direction générale. C'est aussi une tarte à la crème, mais ça mérite d'être appelé, et c'est sur ça que je vais conclure. Merci.